vous présenter le bilan de 3 années de projet Casdar sur Drosophila suzuki. En fait, c'est 2 années et demie parce que l'année 2015, il y a encore pas mal de résultats à traiter sur cette année-là. Donc, c'est un projet Casdar qui a été initié début 2013 et dans lequel nous sommes 13 partenaires, donc de la recherche et de l'expérimentation. Donc avec voilà, les partenaires qui sont sur cette diapo. Et c'est un projet qui est financé par le ministère de l'Agriculture. Dans le cadre de ce projet, on a conduit des recherches à la fois pour améliorer les connaissances sur l'insecte et également pour avancer sur les méthodes de protection contre Drosophila suzuki, avec un réseau de suivi et d'expérimentation qui est multi-espèces. Donc j'ai cité la cerise, la fraise, la framboise et la prune. C'est les principales espèces qui ont été, sur lesquelles on a travaillé. Il y a eu aussi des suivis sur d'autres espèces comme par exemple la pêche ou l'abricot, au début du projet en tout cas. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement la situation 2015 un peu générale. Quelques rappels sur la biologie, les points clés sur le comportement du ravageur et ensuite une synthèse des acquis, des connaissances sur le ravageur mais surtout sur la protection. Qu'est-ce qu'on peut faire en protection contre Drosophila suzuki ? Donc concernant 2015, je vais aller assez vite parce que c'est un petit peu la même situation que ce qui vient de vous être présenté. Donc on a eu de fortes captures en hiver avec un froid insuffisant cet hiver, donc au printemps des sorties assez massives du ravageur et des attaques précoces dès les premières variétés de cerises, en tout cas pour ce qui concerne la partie sud de la France. Ensuite, on a eu une réduction des dégâts assez marquée à partir de début à mi-juillet, à cause, a priori, de conditions climatiques estivales défavorables aux ravageurs, donc avec trop de chaleur et des conditions trop sèches. Enfin, trop si, entre guillemets. Donc, par contre, on a eu une situation qui a généralement été mieux maîtrisée qu'en 2014 sur fraises et framboises, avec des mesures de prophylaxie qui ont été mises en place vraiment de façon sérieuse dans les exploitations et également parfois des traitements qui ont été nécessaires pour abaisser les populations. On n'a pas eu de dégâts commerciaux a priori en 2015 sur abricots, pêches, prunes et raisins, ou en tout cas s'il y en a eu c'était vraiment c'était moindre par rapport à ce qu'on a vu en 2014. Donc le cycle de développement, vous l'avez je pense déjà tous déjà vu, donc je vais aller très vite. C'est un cycle de développement rapide qui peut prendre globalement 13 à 18 jours. Là c'était étudié sur fraises, on était autour de 20 degrés. Donc on a l'émergence des adultes, très rapidement après les accouplements, les pontes, très rapidement ça veut dire quelques jours, 1 à 3 jours. Le développement des larves qui se fait dans les fruits avec 3 stades larvaires. Il est également assez rapide, 5 à 7 jours. On a ensuite la formation de la pupe qui se fait dans le fruit ou à la limite, généralement à la limite au niveau de l'épiderme du fruit. Ensuite, donc la pupe se développe et on a 7 à 9 jours après l'émergence de nouveaux adultes. Ce qui est remarquable, c'est qu'on n'a pas de diapause au stade pupe, c'est-à-dire que le cycle est continu tant que les conditions sont favorables. A priori, la diapause se fait au stade adulte en hiver, voilà, avec notamment des femelles fécondées. Donc ce qui est caractéristique chez cette espèce, mais c'est pareil, je vais aller vite, c'est la tache noire au bout des ailes du mâle, l'ovipositeur des femelles qui est très développé, donc avec une sorte un ovipositeur en forme de scie qui lui permet d'insérer ses œufs dans les fruits, donc dans des fruits sains. Les espèces hôtes, ça vous a déjà été présenté. Simplement pour vous dire que, étant donné cette gamme très large d'espèces hôtes de Suzuki, elle est capable de se développer quasiment toute l'année. Enfin, c'est pas tout à fait juste, mais en tout cas de la cerise jusqu'au dernier fruit d'automne, sachant que dans le sud, par exemple, on a encore des arbustes sur les arbres qui sont pleines de drosos. Donc, elle est capable de faire son cycle sur une très longue période, sur beaucoup de mois. Au niveau du comportement du ravageur, donc les points clés, c'est cette absence de diapause au stade pupe dont je viens de vous parler, l'hivernation sous forme adulte, une préférence très marquée de ponte dans les fruits sains, qui a été montrée notamment par des études réalisées au CNRS à Marseille, en donnant aux drosos des milieux, des fruits sains et pourris, ou des milieux fabriqués avec des fruits sains ou pourris, et on avait de façon très très nette une préférence pour les fruits sains, contrairement aux autres espèces de drosophiles présentes en France. Elles ne supportent pas un climat sec, donc ça on vous l'a déjà dit. On a
au niveau de la répartition de Drosophila suzuki dans les vergers, ou enfin, dans les cultures et leur environnement, on a des déplacements très marqués en fonction des périodes. Donc une augmentation forte des captures en automne, une concentration très marquée dans les zones abritées en hiver, les haies, les bois, etc. C'est là qu'on voit vraiment les plus grosses populations. Et ensuite une sortie des abris et une colonisation des cultures au printemps. Il faut se rendre compte que ces déplacements ils sont vraiment très importants à l'échelle locale, à une échelle un peu plus grande, type régionale. Enfin, on ne sait pas vraiment jusqu'à quelle distance elle est capable de se déplacer. Ça, c'est encore quelque chose à étudier. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc, cette diapo, c'était pour vous montrer un suivi de pièges qui a été réalisé dans un verger de cerisier. C'est les pièges 6 et 7 en bas en bleu et en rouge. Et son environnement, c'est le piège 8. Il s'agit d'une zone un peu boisée, type garrigue boisée. C'est un suivi qui a été fait depuis 2012 jusqu'à 2015 avec le même type de piège et le même attractif et qui nous permet justement de suivre vraiment l'évolution des populations depuis 2012. Donc on a une évolution, une augmentation marquée des populations qu'on peut remarquer dans les vergers, mais néanmoins c'est vraiment dans les parties boisées, dans la zone boisée qui borde ce verger, qu'on voit l'augmentation très forte des populations avec en nombre de captures mensuelles, on a eu jusqu'à 47 000 captures de Suzuki dans un piège, dans cette zone boisée qui borde un verger de cerisier, pendant l'hiver 2014-2015. Voilà, donc c'est très important. Donc je vais en venir maintenant à la protection et je vais commencer donc par le monitoring. Donc malheureusement, on n'est pas encore capable d'établir un lien entre nombre de captures de Suzuki et risque de dégâts. Néanmoins, ça nous semble vraiment important de suivre ce ravageur au niveau des exploitations, au moins pour savoir, dans les zones où elle n'est pas présente forcément toute l'année, au moins pour savoir à quel moment elle arrive dans les cultures, et aussi éventuellement pour se rendre compte des niveaux de population comparativement aux années précédentes. Si on part sur un niveau de population 2015 et qu'on a un été 2014, là ça peut être complètement explosif. Heureusement cette année on avait des populations très fortes et finalement des conditions climatiques qui ont été assez défavorables. Mais voilà, ça nous semble important de connaître un peu ce niveau de capture. Donc il y a plein de pièges qui sont proposés, plein de pièges commerciaux, également aussi des pièges qui peuvent être fabriqués de façon artisanale. Dans le cadre du projet, on a utilisé ce piège, donc c'est une bouteille de badois rouge perforée dans laquelle on utilise un attractif artisanal aussi, à base de vinaigre de cidre, eau et vin, et quelques gouttes de savon. Voilà. Oui, je tiens juste à rappeler avec cette diapo que l'intérêt d'un piège et d'un attractif très efficace, très puissant, ça nous semble évident par exemple pour du piégeage massif. Maintenant, pour de la surveillance seule, on n'a pas forcément besoin de capturer des centaines ou des milliers de drosophiles. Le but, c'est simplement d'avoir toujours le même piège et le même attractif pour pouvoir suivre ce qui se passe. Donc voilà, nous, on n'est pas, pour le monitoring, on n'est pas à la course au piège le plus efficace, sachant que dans nos conditions, on capture quasiment toute l'année. Donc dans le cadre du projet, on a travaillé sur la prophylaxie. On a voulu savoir dans un premier temps s'il y avait une sensibilité variétale chez la cerise et chez la fraise notamment. On n'en a pas mis en évidence de sensibilité variétale, bien qu'on ait travaillé sur des fruits avec des taux de sucre très différents, des colorations différentes, également épaisseur d'épiderme différents. Voilà, donc là, ça a été... Je ne sais pas si ça a été un échec, mais en tout cas, on s'est rendu compte que Suzuki attaquait tous les fruits de ces espèces-là, quelles que soient leurs caractéristiques. Donc c'est à notre avis des choses qui doivent être plutôt travaillées en labo, en conditions vraiment contrôlées, type avec des milieux, avec des taux de sucre variables, des fermetés variables, etc. En utilisant les fruits, on n'arrive pas à montrer quoi que ce soit. On a montré donc, dans le cadre du projet et également par la pratique dans les exploitations que l'entretien régulier de la culture était indispensable en maintenant une bonne aération des plants ou des arbres et un enherbement bas et en évitant absolument les fruits en surmaturité dans la culture. Donc également pour la destruction des fruits atteints, il y a eu différents types d'essais qui ont été conduits. Ce qu'on voit, c'est qu'une solarisation des fruits marche très bien et également tous les systèmes qui permettent de faire fermenter les fruits dans un container ou dans un bac
hermétique. On a travaillé également sur le froid post-récolte sur la cerise et la fraise, en allant jusqu'à des températures de -1 degré sur cerise et plutôt 2-4 degrés sur fraise, qui est plus sensible au froid. Le froid post-récolte, ça marche bien pour limiter l'évolution des dégâts. Par contre, les larves les plus âgées reprennent leur développement quand on sort les fruits du froid. Également, on a cherché à savoir sur cerise quelle était la sensibilité de ce fruit en fonction des stades de maturité, en travaillant à la fois en conditions d'infestation artificielle, donc avec des drosophiles élevés au labo, et en infestation naturelle. Vous voyez certainement pas grand-chose sur cette diapo. Ce qui est important à noter, c'est que les fruits peuvent être piqués, donc il peut y avoir des pontes à partir du fruit vert, voire fruit blanc. Par contre, le développement des larves ne se faisait dans nos essais qu'à partir du moment où la drosophile pondait au moment de la véraison. C'est-à-dire que les pontes sur fruits verts ne donnaient jamais de larves. Les larves se développent à partir de ce moment-là, de la véraison. Ce qu'on a remarqué aussi dans ces essais, c'est qu'on avait un succès de développement de l'œuf à la larve qui était très mauvais, quel que soit le stade auquel les fruits étaient piqués. Donc on avait un développement des larves au maximum de 30% par rapport au nombre de pondus. Voilà. Donc les essais produits, stratégie, j'ai mis quelques diapos sur la cerise, mais je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus. Simplement, tout à l'heure, je crois que c'est Bertrand qui parlait d'un nombre d'IFT sur cerise qui avait augmenté du fait de l'apparition de ce ravageur. Globalement, en conditions de faible pression du ravageur, on est sur 2 traitements, un larvicide, un adulticide. En pression moyenne, on est sur 3 traitements. Avec généralement 2 larvicides, un adulticide, et puis on peut aller jusqu'à 4 traitements en forte pression. Je ne fais pas du tout la pub pour tous les produits qui sont présentés ici, mais c'est une réalité en fait pour protéger les vergers de cerisier actuellement, en conventionnel en tout cas. Voilà, les stratégies qui sont mises en œuvre, c'est celles-là, et qui ne sont pas toujours suffisantes en fonction de la pression du ravageur. On a travaillé également sur les produits alternatifs. Je ne vais pas pouvoir y passer trop de temps, mais voilà, on a travaillé le Success 4 qui a donné une efficacité moyenne. Les produits comme le kaolin, le talc, avec des résultats assez irréguliers et toujours le problème du marquage sur les fruits. Le champignon entomopathogène Beauveria bassiana, avec à notre avis un produit qui peut être intéressant, mais des résultats irréguliers du fait des conditions nécessaires pour l'application de ce produit. Et on a travaillé des répulsifs. Alors il y a beaucoup de bruit sur les répulsifs. Pour l'instant, ceux qui ont été testés dans les essais dans le cadre du CASDAR n'ont pas montré d'efficacité de ces produits. La protection physique maintenant. Merci. Donc on a travaillé sur les filets insect-proof à la fois en culture de cerises et de fraises. Les résultats sont bons à excellents. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'on avait des résultats très différents au labo et en verger en ce qui concerne la maille des filets. Donc il y a des filets qui parfois sont presque de véritables passoires au labo, donc à travers lesquels Suzuki passe très facilement, qui marchent très bien par contre au verger. Donc il y a peut-être aussi un effet d'occultation des arbres et donc la Suzuki ne passe pas. L'efficacité est très très bonne en verger avec des systèmes de protection monorang des arbres. En culture de fraises et petits fruits, on a quelques problèmes par rapport au climat, aux pollinisateurs, aux auxiliaires. Donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Ça marche également très bien, mais parfois quand on a une entrée du ravageur, il faut pouvoir, étant donné que les cultures sont longues, il faut pouvoir quand même intervenir. Donc par exemple avec un traitement pour abaisser les populations. Et ensuite, en général, ça se passe bien dans la culture. Donc le coût de cette protection est important. Autour de 40 000 € hectare en verger de cerisier. Ça nécessite également d'avoir des vergers de cerisier conduits en axe ou mur fruitier pour mettre en place les filets. Donc c'est quelque chose d'assez lourd, mais qui est très efficace. Voilà. Donc le piégeage massif, on a travaillé 2 choses. On a travaillé à la fois l'efficacité des pièges et des attractifs, mais également les dispositifs eux-mêmes de piégeage massif. Donc concernant les pièges, il y a eu une quinzaine d'essais qui ont été réalisés sur pièges et attractifs. Donc les meilleurs qu'on a retenus dans nos essais, c'est le piège Drosotrap de Biobest, Maxitrap de Probodel. C'est des pièges, des bols en fait, soit rouges, soit jaunes. Il n'y a pas vraiment de différence d'efficacité entre ces formes, avec des tailles d'entrée des ouvertures assez réduites qui permettent au piège d'être sélectif. Et également donc, la bouteille de Badois qui arrivait un petit peu après.
En ce qui concerne les attractifs, vous pourrez regarder sur les diapos, je dois avancer. C'est plus difficile de voir les différences d'efficacité entre attractifs. On a un pool de têtes avec voilà, ce pool de têtes que vous verrez sur la diapo. Ensuite, en ce qui concerne les dispositifs, on a 8 essais au moins donc sur cerise et sur fraisier, avec différents types de dispositifs. À chaque fois, on a utilisé le piège et l'attractif qui étaient les plus efficaces au moment où on mettait en place ces essais. À ce jour, on peut dire qu'on n'a pas d'efficacité constatée du piégeage massif, au moins en verger de cerisier. Je ne peux pas vous présenter l'essai, mais cette année, on en a eu un avec 170 pièges hectares, donc ça commence à être une densité de pièges assez haute. 70 000 Suzuki capturés sur la durée de l'essai dans ces pièges. Donc on est sur cerisier, la durée de l'essai c'est à peu près un mois et demi. Et 50% de dégâts sur la culture. Voilà, donc on a fait tout ce qu'on pouvait, enfin on peut considérer qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, ça n'a pas fonctionné. Donc on pense que c'est une piste intéressante, mais par contre il faut vraiment améliorer l'efficacité des pièges et des attractifs. On pense que c'est vraiment là que pour l'instant il y a un point bloquant. Donc je finis sur la lutte biologique. C'est également des aspects qui ont été très travaillés dans le cadre du projet. Il y a eu des travaux préliminaires qui ont été conduits au CNRS de Lyon sur l'efficacité de parasitoïdes indigènes sur Suzuki, donc parasitoïdes de larves et de pupes. Ce qui a été montré, c'est que c'était 2 parasitoïdes de pupes qui présentaient la meilleure efficacité sur Suzuki. Suite à ces essais, on a eu 2 années d'essais en culture de fraisier qui ont été conduits avec un des 2 parasitoïdes indigènes de pupes, Trichopria drosophilé, donc testés dans des compartiments de culture de fraisier. Il y a eu une très bonne efficacité du parasitisme, bonne efficacité avec jusqu'à 60% de parasitisme, donc 60% des pupes de Drosophila Suzuki étaient parasitées. Par contre, étant donné la rapidité de Suzuki pour infester la culture, on n'a pas réussi à vraiment contrôler le ravageur dans ces conditions-là. Donc cela dit, ça nous semble être un des outils utilisables pour contrôler Suzuki. Et également, on a travaillé dans ce cadre-là sur le principe de l'augmentorium, qui est un espèce de mini-élevage qu'on peut faire au sein de la culture, donc un mini-élevage du parasitoïde. On a un récipient dans lequel on a des fruits infestés, dans lequel on a de la Suzuki qui se développe, et ce récipient est couvert d'un filet sélectif qui laisse passer le parasitoïde et pas Suzuki. Donc ça permet d'amplifier le parasitoïde au sein de la culture sans augmenter l'attaque par le ravageur. Et enfin, donc, pour finir sur le parasitisme, on a travaillé cette année avec des pièges sentinelles qui permettent de détecter s'il y a un parasitisme naturel au sein des cultures ou de leur environnement. On a eu d'assez bons résultats qui sont préliminaires pour l'instant cette année, en trouvant donc les 2 parasitoïdes de pupes qui avaient été travaillés par le CNRS. En fait, on les trouve effectivement maintenant dans des cultures et leur environnement. Voilà, ça c'est un des travaux qui ont été conduits juste sur une localisation, et on a eu un assez fort parasitisme en juillet et août avec jusqu'à 70% de pupes de Suzuki exposées qui ont été parasitées, donc là naturellement cette fois-ci, et un parasitisme beaucoup plus faible à partir de septembre. Voilà, donc ça c'est des pistes de travail, c'est vraiment des travaux préliminaires. Il y a différents documents en ligne, je fais un peu de pub sur le site du CTIFL. Vous en avez aussi dans la pochette qui vous a été remise. Et voilà, merci de votre attention et merci à tous les partenaires.